bienvenue tout le monde au Mardi scientifique. Aujourd'hui, on a l'immense plaisir d'accueillir Dr. Mintine Nguyen, psychiatre ici au sud du nord de l'île de Montréal, qui a fait un fellowship en psychiatrie transculturelle à McGill et qui fait partie également du comité EDI, Équité, Diversité, Inclusion, du département de psychiatrie de l'Université de Montréal, qui va nous faire une présentation sur la santé mentale des demandeurs d'asile et des réfugiés. Ça me fait vraiment plaisir de présenter aujourd'hui sur la santé mentale des demandeurs d'asile et des réfugiés. C'est un sujet dernièrement qui a été beaucoup d'actualité. Donc, je vais essayer de faire un survol. Si jamais pendant la présentation, vous avez des questions, des interventions, n'hésitez pas. Ça va me faire plaisir. Je pense que c'est très riche justement quand on peut avoir ces interactions-là. Bon, je n'ai pas de conflit d'intérêt à déclarer. Puis, les objectifs de ma présentation sont de clarifier les enjeux politiques et légaux qui entourent la situation des demandeurs d'asile et réfugiés au Québec et présenter les barrières structurelles auxquelles ils font face et l'impact sur la santé mentale, puis apporter des conseils cliniques. Donc, juste pour commencer, qu'est-ce qu'un demandeur d'asile? C'est une personne qui sollicite la protection internationale hors des frontières de son pays, mais qui n'a pas encore obtenu le statut de réfugié. Et une personne qui a un statut migratoire de réfugié, c'est une personne qui, en cas de retour dans son pays, a été reconnue comme quoi elle craint avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, sa nationalité, son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques. Au niveau des réfugiés, il y a deux sous-groupes. Donc, il y a ceux qui arrivent au pays d'accueil comme réfugiés acceptés et ceux qui arrivent au pays d'accueil et font une demande d'asile, doivent passer par le processus de demande d'asile. Donc, c'est vraiment important de faire la distinction entre les deux statuts, parce que je vois souvent, parce que c'est sûr que c'est complexe, et puis je vois souvent les gens mélanger demandeurs d'asile, réfugiés, parce que le statut migratoire, c'est un déterminant social important de la santé qui permet l'accès ou non à d'autres déterminants sociaux de la santé, comme je vais discuter un peu plus tard. Donc, au Canada, actuellement, le délai pour le traitement des demandes d'asile est d'environ 24 mois si toutes les démarches ont bien été faites. Honnêtement, en pratique, ce que j'ai vu, ça peut aller à plus que ça, ce qui est quand même très long. Et le pourcentage d'acceptation des demandes d'asile est d'environ de 59 %, ce qui est quand même un bon pourcentage comparé à, si on compare à l'international. Donc, vrai ou faux? Avant la fermeture du chemin Roxham, parce que le chemin Roxham a été fermé le 25 mars dernier à minuit, les gens qui traversaient la frontière pour demander l'asile au Canada étaient illégaux. Je ne sais pas si vous voulez répondre, vous exprimer sur ça, mais sinon, juste une mise en contexte. Qu'est-ce que le chemin Roxham? C'est un chemin qui traverse la frontière Canada-États-Unis. Entre le village Champlain dans l'État de New York et le village Saint-Bernard-de-la-Colle en Montérégie au Québec. Et c'est le chemin le plus connu, en fait, au Canada pour les gens qui veulent faire une demande d'asile provenant des gens qui proviennent des États-Unis et qui veulent faire une demande d'asile. Parce que c'est un chemin d'ensemble sécuritaire, comme vous voyez, qui est proche des grands centres urbains. Il n'y a pas non plus d'obstacles naturels comme une chaîne de montagne ou une rivière qui ferait que la traversée serait dangereuse. Et pourquoi est-ce que c'est ça? C'est aussi un chemin qui a des infrastructures quasi permanentes qui ont été installées dans les dernières années par le gouvernement. Donc, c'est très organisé et de manière aussi... il y a aussi tout un réseau de passeurs qui en parallèle, qui est organisé qui était organisé à cette infrastructure-là. Donc, pourquoi est-ce que les demandeurs d'asile qui arrivant des États-Unis passaient par le chemin Roxham?
c'est à cause de l'entente sur les tiers pays sûrs parce que, en fait, c'est une entente entre le Canada et les États-Unis pour la gestion du passage entre les frontières. Et les demandeurs d'asile sont donc tenus de présenter une demande dans le premier pays sûr où ils arrivent. Donc, comme vous comprenez que le Canada est situé quand même, pour y accéder, il faut traverser les États-Unis par la voie terrestre. C'est pour ça, en fait, que les demandeurs d'asile qui venaient des États-Unis ne pouvaient pas présenter une demande au point d'entrée officielle du Canada parce que sinon, ils étaient renvoyés aux États-Unis. Ils étaient remis au ICE, qui est Immigration and, je ne me souviens plus le C, là, mais Enforcement. Il était mis en détention et ne pouvait plus faire une demande d'asile aux États-Unis. Donc, vraiment, leur seul moyen de pouvoir faire une demande d'asile à la frontière canadienne, c'était de le traverser de manière irrégulière. Donc, c'est irrégulier, mais ce n'est pas illégal. Ça, c'est un graphique, en fait, des demandes d'asile présentées au Canada dans les dernières années. Comme vous voyez, il y a eu une grande augmentation dans les dernières années. Bon, c'est sûr qu'avec la fermeture des frontières à la pandémie, ça a diminué, mais ici, ça a doublé en fait en 2016. Est-ce que vous savez, d'après vous, qu'est-ce qui s'est passé en 2016 pour qu'il y ait un bond comme ça des demandeurs d'asile des États-Unis se présentent et envie d'aller plus au Canada? Oui, c'est ça. Au niveau des politiques migratoires, ça s'est resserré. Et donc, le Canada était une option qui était plus attirante là, pour les demandeurs d'asile. Juste vous mettre un peu, donner un peu une idée du contexte international. Au travers des années, les gens là, qui sont déracinés à travers le monde en raison de la persécution, des conflits, des violences, violations de droits humains ne fait vraiment qu'augmenter. Ici, on a les données pour 2021, pour 2022, avec l'invasion aussi de l'Ukraine par la Russie. On s'attend à être plus proche du 100 millions de personnes. Comme vous voyez ici, la majorité sont déplacées à l'interne des pays. Et aussi, la grande majorité est accueillie dans les pays à revenus faibles ou intermédiaires. Donc, les pays comme le Canada, les pays riches, on accueille vraiment juste une petite partie là, de ces personnes-là. Puis, c'est juste pour donner un peu une vue d'ensemble parce que dans les médias, souvent, le message qui est passé, c'est qu'on n'a pas la capacité d'accueil, il y a trop. Donc, c'est juste pour avoir une vue d'ensemble. Alors là, je vais parler du parcours des demandeurs d'asile. En fait, c'est ça parce que c'est sûr que nous, on les voit, par exemple, en clinique, à leur arrivée au pays d'accueil. Ce qu'on entend parler, c'est ceux qui arrivent, ceux qu'on entendait parler, en fait, c'est ceux qui arrivent du chemin Roxham. Mais souvent, ils ont un parcours de migration très complexe. Certains ont des histoires de vie vraiment incroyables. Certains ont fait des voyages de plusieurs mois, plusieurs années. Alors, c'est vraiment important d'essayer de comprendre parce que c'est vraiment des histoires, en fait, qui, de notre perspective, la majorité du temps, inimaginables. Alors, c'est important d'essayer de comprendre ça pour vraiment mieux, bien sûr, déjà diagnostiquer, puis essayer de voir comment est-ce qu'on peut les aider et aussi d'adapter notre approche clinique et nos approches institutionnelles pour que ce soit pour mieux répondre à leurs besoins, surtout que c'est des personnes qui sont à haut risque, qui ont d'avoir été exposées à des événements à potentiel traumatiques. Je vous invite à voir dans la fiction ou dans différents médias, là, comme ici, par exemple, parce que c'est vraiment, soit dans les films, les romans, ici, les bandes dessinées. Ici, il y a comme toute une section, en fait, de films documentaires sur les réfugiés au Canada, sur le site de l'ONF, c'est gratuit.
C'est vraiment des moyens qui nous aident à mieux comprendre, c'est ça, la réalité des demandeurs d'asile et réfugiés. Par exemple, ici, c'est une bande dessinée, une série de 3 sur l'histoire d'un jeune Syrien qui fait le voyage de la Syrie avec son fils de 1 an et demi, à pied, en autobus, en bateau pneumatique jusqu'à la France, et avec des mois et des mois de transition dans différents pays. Ici, c'est Bienvenue en Amérique. Je ne l'ai pas lu encore, mais c'est un peu, c'est ça, c'est un peu la même histoire là, de demandeurs d'asile qui passent par un chemin très long et fastidieux. Ici, dans Free, c'est l'histoire d'un jeune réfugié afghan qui se présente comme mineur non accompagné au Danemark. Et c'est vraiment intéressant de la manière comment est-ce qu'ils présentent les symptômes du trauma, en fait, la manière qu'ils sont présentés de manière retardée plusieurs années après. C'est la première fois que j'avais entendu un peu cette histoire de parcours migratoire. Puis je me suis dit, comment est-ce que c'est possible? Parce qu'en Haïti, il faut passer par l'Amérique du Sud, ensuite l'Amérique centrale pour remonter vers le nord. Et puis, finalement, j'ai compris que c'est un chemin qui est très fréquent. Il y a des milliers, je pense que j'ai dans les derniers chiffres, même centaines de milliers de personnes qui empruntent ce chemin-là. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'étant donné la situation en Haïti, le Chili puis le Brésil avaient eu besoin de main-d'œuvre dans le milieu de la construction, puis ils ont accepté plusieurs Haïtiens sans avoir besoin de visa. Donc, ça a été une opportunité intéressante pour le travail. Puis par la suite, avec la pandémie, la situation est devenue de plus en plus difficile en Amérique du Sud et d'où l'attrait en fait pour les États-Unis et le Canada. Et c'est comme ça que beaucoup d'Haïtiens ont emprunté ce qu'ils appellent en fait cette route qui commence en fait par la jungle du Darien, qui est entre la Colombie et le Panama, qui est une jungle avec un contexte très dangereux d'animaux sauvages, de groupes armés, et c'est un passage qui est uniquement fait à pied. Donc, c'est ça, les gens traversent, remontent l'Amérique du Sud, l'Amérique centrale à pied, en transport motorisé, en bateau comme ils peuvent jusqu'aux États-Unis et au Canada. Ici, c'est des témoignages que j'ai pris d'un article sur Radio-Canada de gens qui ont côtoyé ou de gens qui ont fait cette route-là. Donc, cette route fait partie maintenant de la route migratoire. Avant, c'était plus rare car il y avait moins de restrictions dans certains pays. Donc, ça, c'est important parce que la fermeture du chemin Roxham, qui a été faite de façon très précipitée, sans préavis ou avec un préavis comme de 24-48 heures, ce que les experts du milieu disent, en fait, c'est que ça ne va pas limiter le flux migratoire, mais ce que ça va faire, c'est que les gens vont prendre des routes plus risquées et dangereuses et mettre leur vie en péril. Ensuite, un autre témoignage, j'ai rencontré une jeune fille qui m'a raconté comment on l'a violée à maintes reprises dans la forêt du Darien en face de son mari et de ses enfants. Et ensuite, un demandeur d'asile qui dit « J'ai mis d'autres enfants sur mon dos, sur ma tête, j'ai porté des valises. C'est comme ça que j'ai amassé de l'argent pour faire la route. » Parce que malgré les conditions extrêmes et difficiles et inhumaines de cette route, ça coûte très cher à chaque étape parce qu'il y a toujours des gens à chaque étape qui essayent de se faire de l'argent sur ça. Sur la bande dessinée L'Odyssée d'Hakim, il disait justement, ils appelaient ça le business de la détresse. Puis, sur la route, les migrants disent que Roxane, c'est la meilleure façon de venir au Canada, qui disait Jean, un demandeur d'asile. Donc ça, dans ce tableau-là, j'ai résumé les facteurs qui ont un impact sur la santé mentale des demandeurs d'asile et réfugiés. On peut les séparer par les facteurs pré-migratoires, durant la migration et post-migratoire. Bien sûr, comme le fondement de la demande d'asile, c'est pour un motif de persécution, c'est certain que cette population-là est à haut risque d'avoir vécu des événements traumatiques.
dans le pays d'origine, d'avoir vécu dans des conditions très difficiles. Par contre, comme tout le monde, ils ont aussi des facteurs protecteurs, des facteurs de vulnérabilité. Ensuite, durant la migration, comme je vous ai donné un aperçu, la route peut être très difficile. Souvent, il y a de multiples destinations transitoires. Ce qui arrive souvent aussi, c'est que les gens voyagent avec des faux documents. Et ce n'est pas illégal de voyager avec des faux documents. La demande d'asile, en fait, c'est un droit international et on ne peut pas refuser les gens parce qu'ils ont de faux documents parce que, par exemple, pour différentes raisons, quand ils quittent, souvent ils quittent de façon précipitée, ça peut être trop dangereux pour faire la demande des documents officiels. Parfois, ce n'est même pas possible. Parfois, les autorités gouvernementales sont les persécuteurs. Alors, ce n'est pas possible non plus de faire la demande de documents. Et comme je disais, ils sont très à risque d'exploitation, de vivre un énorme stress mental et physique durant le voyage dans cette route-là. Par contre, il y a beaucoup qui acquièrent d'énormes forces aussi durant le voyage. Puis ça, c'est important à soulever. Et finalement, une fois qu'ils sont arrivés au pays d'accueil, malheureusement, il y a encore plusieurs obstacles. Justement, le statut migratoire de demandeur d'asile, c'est considéré comme un statut précaire parce qu'avant qu'ils aient le statut accepté de réfugié, ils doivent vivre dans l'incertitude d'être renvoyés à leur pays d'origine à n'importe quel moment. Ils vivent aussi dans des conditions difficiles que je vais expliquer juste un peu plus tard. Puis, c'est ça, ils vivent aussi tous les autres défis d'adaptation dans un nouveau pays d'accueil. Dans ce tableau-là, j'ai juste résumé de manière très sommaire, là, en fait, la différence d'accès aux services pour les demandeurs d'asile et réfugiés. Comme je disais, c'est un statut précaire. Le délai avant l'audience qui va déterminer si la demande d'asile est acceptée ou non actuellement est très longue. Donc, les gens doivent vivre plusieurs années, en fait, avec ce statut précaire-là. Les personnes réfugiées ont le statut de résident permanent et peuvent faire éventuellement une demande de citoyenneté. Au niveau de la couverture médicale, les demandeurs d'asile, comme vous le savez, sont couverts par le Programme fédéral de santé intérimaire et ça couvre pas mal la même chose là, que la RAMQ. Par contre, ce n'est pas la RAMQ et ça fait qu'ils se butent à certains obstacles parfois. Ils ont droit aussi à un permis de travail, mais actuellement, les délais sont très longs. De ce que j'ai entendu, ça peut aller à 1 an, 2 ans même avant d'obtenir un permis de travail, ce qui les force à vivre dans une situation très précaire financièrement. Ensuite, ils n'ont pas accès aux garderies subventionnées. Les garderies privées sont simplement hors de leur portée. Puis, pas d'accès aux études postsecondaires ni à l'éducation aux adultes. Sinon, ils doivent payer des frais pour étudiants internationaux. Donc, ça fait vraiment une coupure là, pour les jeunes adolescents parce qu'après les classes d'accueil ou après le secondaire, après ça, ils sont un peu pris dans une situation d'attente où ils ne peuvent pas continuer leurs études. Je voulais juste mettre quelques données d'une étude sur le parcours d'installation des demandeurs d'asile arrivés au Québec entre 2017 et 2018. Donc, à leur arrivée, ils ont vraiment beaucoup de démarches à faire. Au niveau de l'hébergement, c'est difficile aussi parce qu'ils ont seulement accès à un hébergement temporaire de 2 à 3 semaines. Seulement 40% environ 40% des demandeurs d'asile ne passent pas par les ressources d'hébergement du PRAIDA. Donc, ils ne reçoivent pas nécessairement toute l'information sur leurs droits, sur les démarches à faire et sur les services offerts. Donc, c'est ça, plusieurs démarches urgentes, comme je disais, à l'arrivée, il faut faire une demande d'aide sociale, ensuite remplir le formulaire de demande d'asile, trouver un logement, passer l'examen médical de l'immigration, trouver rapidement un avocat qui va les aider à naviguer cette demande d'asile-là, puis ensuite toutes sortes de démarches d'installation, s'ils ont des enfants, les inscrire à l'école.
La majorité sont des adultes entre 19 et 50 ans et la grande majorité ont demandé un permis de travail. Ils ont aussi un haut taux de diplomation. Par contre, plus que la moitié vivent de la précarité financière et ont admis manquer de l'argent pour leurs besoins de base. Donc ici, comme vous voyez, c'est ça, la plupart, dès qu'ils peuvent, dès qu'ils reçoivent le permis de travail, et ils font les démarches pour se trouver un travail et ne demeurent pas sur l'aide sociale de manière très prolongée. Donc, c'est ça. Comme je disais, le PFSI donne accès aux soins, couvre les mêmes choses que la RAMQ. Par contre, il y a encore de la difficulté d'accès aux soins de santé. Les hôpitaux sont obligés d'accepter le PFSI. Par contre, ce n'est pas le cas des cliniques médicales. Malgré ça, juste par un manque de connaissances peut-être du PFSI, il y a quand même un pourcentage de personnes qui se font refuser les soins dans les hôpitaux. Et aussi, c'est ça, un refus de service dans des cliniques médicales ou demande de paiement d'un médecin, alors qu'ils ont droit, en fait, à ces services-là, puis que ces services-là sont couverts. Un autre grand important facteur de stress post-migratoire, c'est la détention. Parce que l'Agence des services frontaliers du Canada peut détenir les personnes migrantes là, pour 3 raisons, en vertu de la loi sur l'immigration et la protection des réfugiés. C'est surtout pour la vérification de l'identité. Bon, heureusement, ce n'est pas un très long séjour de détention, mais quand même, c'est un séjour de détention. Donc, on parle de peut-être environ 2 semaines. Ensuite, il y a aussi le risque de fugue et dans des cas plus rares de danger. Donc, il s'agit de détention dans des prisons à haute sécurité, avec pas de milieu de vie, peu d'accès aux soins de santé, alors que c'est des gens qui ne constituent pas du tout, en fait, qui n'ont pas commis des infractions, là, puis qui ne constituent pas un danger pour le public. En vertu de la loi canadienne sur l'immigration, les enfants ne doivent être détenus qu'en dernier recours. Mais malgré ça, il y a quand même des mineurs qui sont mis en détention à chaque année. Parfois, c'est parce que, en fait, leurs parents, leurs seuls parents sont mis en détention, donc il n'y a pas d'autres. Mais bon, c'est sûr que c'est ça. Malgré les efforts pour limiter ça, il y a des jeunes qui sont mis en détention. Puis, comme je disais, l'accès aux soins de santé est difficile. Ce qui se passe pour les gens, par exemple, à risque suicidaire, c'est qu'ils sont mis en isolement, étant donné le fait qu'ils n'ont pas d'installation pour offrir les soins. Donc, il y a un haut niveau de dépression, trouble de stress post-traumatique chez les demandeurs d'asile qui sont mis en détention. Mise en détention dès son arrivée pour faux papiers d'identité et référée à nous en mai 2022 pour évaluation du risque avant le renvoi suite à une tentative de suicide en détention. Elle arrive à la clinique externe sur chaise roulante avec les mains et les pieds menottés avec un agent des services correctionnels. Donc, c'est ça, c'est vraiment choquant, en fait, de voir ces patients-là arriver de cette façon-là, parce qu'ils sont vraiment traités, là, c'est ça, comme les détenus. Puis, c'est vraiment une expérience traumatisante là, pour les gens. Ici, j'ai pris un petit extrait d'un témoignage. Pour aller à l'hôpital, ils m'ont menotté les mains et mis les chaînes aux pieds. Les gens te regardent comme si tu étais un criminel. C'est humiliant, c'est vraiment humiliant. Donc, à cause de ces conditions-là, il y a des gens qui préfèrent renoncer, là, en fait, aux soins de santé plutôt que d'y avoir accès dans ces conditions-là. Un autre facteur de stress post-migratoire important, c'est la séparation des familles parce que
Comme je vous disais, étant donné que le parcours de migration peut être tellement difficile. Parfois, il y a des adultes qui vont quitter et laisser leurs jeunes enfants à de la famille derrière. Et c'est particulièrement justement difficile pour les jeunes enfants parce que le processus est tellement long, ça prend plusieurs années que ça a un grand impact au niveau psychologique et développemental des enfants. Et même si la réunification familiale est un événement heureux, c'est que ça apporte quand même un déséquilibre à toute la famille et l'ajustement à faire. Donc, maintenant, approche clinique et intervention thérapeutique. Les demandeurs d'asile et les réfugiés sont quand même une population qui consulte peu dans nos services de santé mentale. Toutefois, comme ils sont quand même ont été exposés à des événements à potentiel traumatique, ils ont des conditions physiques et de santé mentale. Alors vraiment, le point d'accès aux soins sont les organismes communautaires, la Première Ligne et PRAIDA, que vous connaissez, qui est le programme régional d'accueil et d'intégration des demandeurs d'asile, qui offre, c'est ça, du soutien social, principalement pour toute la démarche de demande d'asile. Pour ce qui est du soutien psychosocial autre, ils essaient vraiment de référer là, aux services comme à la première ligne ou à la deuxième ligne parce que sinon, ils sont vraiment débordés là, par les demandes. Alors, c'est pour ça qu'en fait, nous, au niveau de la deuxième ligne, c'est important de faire des connexions avec la première ligne si on veut que cette population ait accès à nos soins parce qu'eux-mêmes ne vont pas consulter pour différentes raisons, entre autres parce que déjà l'accès au service est tellement difficile et puis ils ne connaissent pas le système et ils se butent à toutes sortes d'obstacles. C'est pourquoi aussi, en fait, la clinique transculturelle de l'hôpital Jean Talon, puis la clinique aussi de l'hôpital général juif. Et il y a aussi, en fait, une clinique à Charlemagne. Eux, ils acceptent les références, en fait, de professionnels, des organismes communautaires, de la première ligne. Ils ne demandent pas une consultation médicale parce qu'ils savent justement que l'accès au service est difficile et que sinon, ces personnes-là, ils ne consulteraient pas. Une chose aussi à noter, c'est que les demandeurs d'asile, étant donné qu'ils sont couverts par le LPFSI, n'ont pas de RAMQ, ils ne peuvent pas s'inscrire au guichet d'accès pour un médecin de famille. Donc, l'approche clinique, c'est comme, bien sûr, c'est l'approche clinique comme en trauma, qui, suite à des événements traumatiques, dans l'état de stress aigu, on s'assure que les gens ont leurs besoins de base là, qui sont comblés, on a du soutien psychosocial et ensuite, s'il y a des symptômes qui se chronicisent ou un tableau plus de troubles de stress post-traumatique ou de haute comorbidité comme de dépression, de troubles anxieux, de troubles d'utilisation de substances, on offre un traitement psychologique et psychiatrique. Ce que je voulais relever, c'est l'approche en fait qui tient compte des traumas et des violences. En anglais, le Trauma and Violence Informed Care. Qui est une approche, en fait, qui implique vraiment la reconnaissance et la compréhension des effets des traumatismes et de la violence sur la santé et les comportements des personnes et qui vise à faire des efforts actifs, là, justement, au niveau des professionnels de la santé pour éviter de retraumatiser ces personnes-là. Donc, elle se résume en 4 principes. Donc, prendre conscience et avoir une meilleure compréhension des expériences de traumatisme et de violence. C'est pour ça, en fait, que pour cette population-là, j'ai mis vraiment l'emphase sur l'importance de comprendre le parcours migratoire. Alors, les professionnels devraient être sensibilisés aux expériences traumatiques et leur impact sur le développement et la santé des personnes. Et ça demande aussi qu'on ait un regard sur notre approche, nos pratiques institutionnelles pour vraiment, se rendre compte, en fait, de notre position de pouvoir comme professionnels et de la manière comment est-ce qu'on fait les choses de certaines fois qui peuvent être retraumatisantes pour cette clientèle-là.
Mettre l'emphase sur un climat de sécurité et de confiance dans la mesure du possible et promouvoir la collaboration, offrir des soins qui sont vraiment centrés sur la personne, permettre une participation active à la prise de décision, à avoir une approche qui est flexible et miser sur les forces de la personne et adapter les soins aux besoins. Comme vous l'avez vu là, dans la diapositive précédente, c'est une approche là, qui recoupe quand même beaucoup la sécurité culturelle et puis la réduction des méfaits. Je voulais aussi mettre l'emphase sur l'importance du travail avec les interprètes. Je sais qu'en clinique, on se bute à différents obstacles souvent là, pour avoir accès aux interprètes. Au Québec, je dirais qu'on n'a pas un super bon système là, pour avoir accès aux interprètes. Par exemple, en contexte d'urgence, c'est impossible d'avoir immédiatement un interprète professionnel. Important de travailler avec les interprètes professionnels parce que ça peut être difficile quand on demande, par exemple, à des proches ou à des membres de la famille, surtout à des enfants, de faire la traduction parce que la personne peut avoir hésité à dévoiler certains éléments plus sensibles. Demander aussi à la personne si elle serait plus à l'aise avec qui elle serait plus à l'aise. Des fois, il y a des gens qui ont des interprètes depuis déjà leur arrivée là, au Canada et il y a une personne qui connaît déjà toute leur histoire. Donc, c'est possible de travailler avec la même personne. Il y a aussi, parfois, j'ai vu des femmes qui avaient été victimes de violences sexuelles puis étaient définitivement plus à l'aise à se dévoiler avec des femmes interprètes. Éviter aussi de faire la traduction par téléphone ou en visio, en tout cas pour la première rencontre, pour établir un climat plus là, de confiance, parce qu'en visio et tout, ça met une certaine distance. Et ensuite, comme professionnel, vraiment avoir une position engagée parce qu'il y a tellement d'obstacles à l'accès aux soins en santé, puis après ça, toutes les ressources légales et psychosociales pour dans la demande d'asile et tout. Donc, c'est important d'aider le patient à naviguer dans tout ça et à faire valoir ses droits. Puis, au niveau des psychothérapies, ce que je voulais amener surtout aujourd'hui, c'est que c'est sûr, là, les psychothérapies qui sont plus recommandées, axées sur le trauma. Plusieurs d'entre vous connaissent déjà Ribo-Résilience, qui est un organisme à but non lucratif qui, justement, s'adresse à la clientèle de réfugiés et demandeurs d'asile. C'est assez facile là, pour faire une référence. C'est sûr que dans les dernières années, ils ont été très sollicités, donc il y a un certain délai d'attente, mais il y a juste un formulaire à remplir sur leur site Internet en ligne, puis on fait juste l'envoyer. Et aussi la thérapie par les arts qui peut être très aidante pour des gens qui vont moins répondre à la thérapie verbale. Donc, je voulais juste mettre une vignette ici, comme quoi, souvent avec cette population-là, ils ont vécu tellement d'événements difficiles, ils font face à tellement d'injustices que ça peut être très dur pour nous, comme professionnels, de les soutenir. Et puis, des fois, on peut se décourager. Ça, c'est la suite, en fait, de la jeune patiente que j'avais vue qui avait été amenée en détention. Malheureusement, elle a été renvoyée en Grèce. Et c'est un message qu'elle a envoyé en fait à sa travailleuse sociale, à Praïda, pour l'envoyer à l'équipe. Donc, ce qu'elle disait, c'est que les choses vont bien jusqu'à présent. Je garde espoir. J'ai lu votre lettre. J'ai été vraiment touchée. Merci pour le soutien, les encouragements et pour tout ce que vous avez fait pour moi. Même si les choses ne sont pas passées comme nous le voulions, je n'oublierai jamais tous les efforts que vous avez faits et votre soutien. Cela compte plus que tout pour moi. Merci d'avoir été là pour moi et de m'avoir écouté quand je n'avais plus personne. Vous m'avez permis de rester plus forte quand j'étais en détention et que je voulais abandonner la vie. Donc, c'est juste pour dire que le soutien psychosocial et le soutien médical qu'on apporte à ces patients-là, c'est très important et ça fait déjà une grande différence parce que c'est important de se le rappeler, surtout dans le contexte actuel où l'accès, surtout à la psychothérapie est difficile.
Donc, c'est ça, juste de se souvenir de ça pour continuer. Il ne reste plus beaucoup de temps, mais je veux quand même puis je ne sais pas s'il y avait des gens qui avaient des interventions, des questions. Je vais regarder. Oh, je pense qu'il y avait un peu. Mais je vais juste mettre je vais mettre l'emphase sur l'audience de demande d'asile parce que c'est un événement très stressant pour les demandeurs d'asile et parce que c'est là que ça va déterminer en fait s'ils vont ou non avoir leur statut de réfugié et pouvoir rester au Canada ou devoir être retournés dans leur pays d'origine. Alors, c'est un événement, en fait, qui amène énormément de stress et c'est certain que risque d'exacerbation des symptômes à l'approche de l'audience. Donc, il y a 3 éléments principaux qui doivent prouver, donc, qui sont en danger de persécution si retournés au pays d'origine, que le gouvernement du pays d'origine n'est pas en moyen de les protéger et que la personne n'aurait pas été en sécurité nulle part dans son pays d'origine. Donc, si jamais, malheureusement, la demande d'asile est refusée, les moyens par la suite sont d'aller en appel et 1 an après, il y a une possibilité de demande d'immigration pour motif humanitaire. Par contre, cette démarche-là ne prévient pas du renvoi. Et pour les motifs humanitaires, il faut il y a 3 raisons, là, en fait, accepter le meilleur intérêt de l'enfant, des raisons médicales ou une bonne intégration au pays d'accueil. Ce qu'on peut faire, en fait, comme psychiatre, là, à l'approche de l'audience de demande d'asile, c'est d'écrire une lettre de soutien pour soit, en fait, expliquer un peu les symptômes de la maladie et pourquoi est-ce que peut-être que la personne ne serait pas dans l'état le meilleur pour se représenter ce jour-là, ou aussi demander certains accommodements ce jour-là pour que ce soit moins traumatisant pour la personne. Alors, je voulais vous juste donner quelques conseils là, sur la lettre de soutien. Il faut que ce soit une lettre individualisée, mais ce n'est pas quelque chose de très long. Souvent, 1 page, des fois, dans les cas plus complexes, 1 page et demie. Mais moi, je commence toujours par expliquer un peu le contexte d'évaluation dans lequel j'ai rencontré la personne pour la première fois ou j'ai effectué le suivi. Si on a une certaine expertise avec cette population-là, moi, par exemple, je l'inscris. Ensuite, ce que je fais, c'est que j'explique un petit peu la présentation clinique et les symptômes et le diagnostic et le traitement recommandé. Ce qui est important, là, c'est au niveau des éléments pertinents de l'histoire, parce qu'il faut vraiment mettre juste le strict essentiel, puis éviter les dates et les lieux, parce que souvent, comme je disais, c'est des histoires très compliquées, et en plus, à commencer avec le trauma et l'impact sur la mémoire et tout ça, peut y avoir une confusion dans les dates et les lieux, et donc il faut absolument éviter de faire des erreurs et des contradictions parce que ça pourrait nuire en fait le jour de l'audience à la demande d'asile, parce que dès qu'il y a un élément qui semble un peu en quelque sorte louche ou contradictoire, c'est quelque chose qui peut influencer beaucoup. Donc, juste de manière sommaire, si c'est pertinent, la personne a été violentée, abusée sexuellement, le rapporteur avoir eu l'impression que sa vie a été menacée à plusieurs reprises, par exemple. Donc, j'y vais vraiment sommairement. Et là, on peut demander aussi des accommodements parce que il peut faire des accommodements en fait pour des personnes vulnérables. Et si la personne n'est pas en mesure de comprendre les procédures, on peut demander pour qu'elle ait un représentant désigné avec PRAIDA. Et PRAIDA a justement une section de travail social qui sont justement juste des représentants désignés. Donc, ici, par exemple, j'explique qu'à l'approche de l'audience de demande d'asile, la personne vit une exacerbation importante de ses symptômes et pourrait présenter tel symptôme qui pourrait, par exemple, nuire à sa représentation. Étant donné les événements traumatiques rapportés, la personne a très peur de raconter son histoire à des représentants du gouvernement. Depuis, étant donné les éléments d'histoire personnelle, ça fait en sorte qu'elle n'est pas capable de s'exprimer facilement, et particulièrement devant des personnes qu'elle ne connaît pas. Pour ces raisons, nos recommandations de l'audience, qu'elle ait l'aide d'un interprète. Parfois, je peux demander un genre, par exemple, le genre aussi d'interprète avec qui elle serait plus à l'aise ou une personne en particulier. Donc,
J'ai presque terminé. C'était ça. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter, ça va vraiment me faire plaisir. Un autre truc là, par rapport à la lettre de soutien, c'est que ça peut être très pertinent de parler à l'avocat. Les avocats sont parfois difficiles à rejoindre, mais par courriel, des fois, c'est plus facile. Puis eux peuvent vous dire que si, par exemple, il y a des éléments à la lettre qui peuvent nuire là, à la personne au moment de l'audience. Je voulais dire aussi un mot par rapport aux personnes sans statut, parce qu'elles sont quand même nombreuses au Canada. Bon, selon les estimations, j'ai vu les estimations varient entre 25 000 et 500 000 au Canada, donc c'est vraiment très large là, comme variation. Souvent des personnes qui sont entrées avec un visa temporaire, comme par exemple étudiants ou travailleurs, puis qui a expiré, ou aussi beaucoup de personnes qui ont entré comme demandeurs d'asile et qui sont restées après que la demande d'asile ait été refusée. On n'a pas de données sur cette population, évidemment, parce qu'ils vivent dans l'ombre, de peur de se faire déporter. Mais c'est quand même une population importante au Canada. Ils vivent dans des situations très précaires. Ils n'ont pas accès aux soins de santé. Les médecins spécialistes, en fait, on en reçoit là, à l'occasion en psychiatrie, on en reçoit dans des cas vraiment de dernier, quand l'hospitalisation est le dernier recours. Et donc, c'est ça. C'est une situation qui est problématique parce que c'est très difficile comme médecin de ne pas pouvoir offrir les soins à ces personnes-là qui en ont besoin. Je dirais particulièrement en psychiatrie parce que c'est souvent des hospitalisations contre le gré. Je sais qu'à l'hôpital Sacré-Cœur, il va y avoir un groupe pour discuter de cette situation-là. Ça n'a pas encore commencé, donc je vais m'impliquer à ce niveau-là. Puis moi, ma position, en fait, c'est que je pense que ces personnes-là devraient avoir droit aux soins, mais que, en fait, c'est pas possible pour eux de payer ces soins-là parce qu'en plus, ces soins-là, ils sont augmentés à 200 %. Donc, c'est des frais vraiment astronomiques, surtout pour les patients hospitalisés. C'est des gens qui vivent déjà, comme je disais, dans la pauvreté la majorité du temps. Donc, c'est juste pas possible pour eux de payer les soins. Alors, je sais pas s'il y aurait des demandes possibles là, par rapport au gouvernement. En 2021, les enfants sans statut mais nés au Canada sont maintenant couverts par la RAMQ. Le prochain dossier est pour les femmes enceintes. Et éventuellement, on espère pouvoir avancer le dossier au niveau de la santé mentale. Donc, mes messages clés pour aujourd'hui, c'est que la population de demandeurs d'asile et réfugiés, c'est vraiment une population qui a des histoires de vie incroyables et des grandes forces. J'ai trouvé très gratifiant, je trouve encore très gratifiant de travailler auprès de cette population-là, même si parfois, comme je disais, il y a tellement d'adversité et puis d'injustice que parfois ça peut être un peu décourageant. De toujours faire preuve d'advocacy parce que c'est important, là, comme je disais, de les aider à faire valoir leurs droits. Et l'importance aussi de la collaboration dans ces dossiers-là complexes qui peuvent être difficiles à apporter seuls. Donc, il resterait quelques minutes pour les questions. Je peux regarder dans la discussion, je pense que j'en ai vu une. Ou je ne sais pas si vous avez des commentaires. Mincy, il y en a une, c'est est-ce qu'un réfugié accepté a un statut de résident permanent automatiquement? La personne doit faire la demande. Donc, je ne pense pas que la demande soit si complexe que ça, mais c'est ça. La personne doit faire la demande. Souvent, si elle est accompagnée par quelqu'un de PRIDA, les gens vont amorcer cette demande-là pour eux. En fond, c'est ça, tu parles de la personne qui accompagne dans le processus de demande d'asile, qui fait Idéalement, ce serait un avocat. Après ça, je ne sais pas le terme, tu sais, bon, il y a d'autres professionnels qui peuvent faire cet accompagnement-là. Ce que tu dis ne m'étonne pas du tout, là. Parce que malheureusement, il y a des réseaux organisés, même comme par exemple, bon, c'est ça, qui vont
demander des sommes d'argent extrêmement importantes, comme la même facturation qu'un avocat, par exemple, puis pas faire les démarches de façon adéquate. TRIDA ne peut pas comme référer à des avocats, par exemple, mais je pense que ils peuvent, je crois qu'ils ont peut-être une liste, en fait, de personnes fiables. Mais le rôle, c'est comme le rôle, en fait, d'un avocat qui va naviguer la demande. Et actuellement, c'est ça, le délai est de 2 ans dans le cas où tout est bien fait au bon moment et tout, mais des fois, parce que ça a été mal conseillé, géré, c'est là que la personne se retrouve sans statut, malheureusement. Donc, c'est ça. Il y a toujours, les personnes vulnérables, toujours des gens malheureusement, pour en profiter. Le commissaire à l'immigration tranche et rend les décisions. Le terme est un conseiller en immigration qui se rapproche plus d'un rôle d'avocat. C'est ça, parce que c'est ça, le commissaire, c'est comme, admettons, le juge là, à l'audience. C'est pour ça que j'avais mis cette image-là ici. Puis c'est ça. Merci, Geneva. Le terme, c'est conseiller en immigration ou avocat. C'est pas une lettre d'expertise, c'est une lettre de soutien, tu sais. Puis, c'est sûr que, comme tu dis, dans la majorité des cas, ils retournent dans des conditions de vie très difficiles, puis ou qui ont vécu de la persécution. Donc, c'est clair qu'avec ces stresseurs-là, leur état va être exacerbé. Puis souvent, ils n'ont pas dans les moyens non plus d'avoir accès à des soins. Alors moi, c'est une section aussi que j'écris brièvement. Moi, je suis assez à l'aise d'écrire ça. On va peut-être clore sur ça, puis remercier chaleureusement Mincy du partage de ton expertise. Ça va nous aider à mieux aider les réfugiés et demandeurs d'asile qui vont revenir cogner à notre porte. Merci. Ça fait plaisir.